Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire 2 de notre série de 3 qui va s'intituler Plan d'action pour implémenter un programme de sécurité électrique. Il y a environ 2 ans, juste pour faire un petit retour, là, pour ceux qui n'ont pas assisté au premier tour, il y a environ 2 ans, certaines associations sectorielles paritaires pour lesquelles les risques électriques, c'est un sujet d'intérêt, on s'est regroupés pour mettre en place un programme adaptable de sécurité électrique. Pour votre information, les ASP, c'est des organismes paritaires à but non lucratif dont le mandat essentiel, c'est d'assister les établissements de leur secteur en matière de santé et sécurité du travail. Moi, je travaille pour l'APSAM, les affaires municipales. Denis Deschantal, donc je me présente, je suis conseiller en prévention. Je suis là depuis 2017. Je gère différents sujets, dont les risques électriques, sécurité machine. Donc, je m'occupe de conseiller des clients de différents sujets techniques à l'APSAM. Pourquoi qu'on fait un programme de sécurité électrique? D'abord, le tableau que je vous présente à l'écran présentement, c'est déjà retrouvé dans un de nos blogs à l'APSAM. Je l'ai mis à jour un peu avec la norme 2021 pour les sections. Mais d'abord, il faut savoir que les employeurs, on a des obligations via l'article 51 de la loi sur la santé et sécurité du travail. Puis, pour en reprendre juste quelques-unes de ceux-ci, je vais faire le parallèle avec certaines sections de la norme CSA Z462 2021. L'alinéa 3 de l'article 51, s'assurer que l'organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l'accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur. On peut voir dans la norme Z462 le devoir de mettre en œuvre un programme de sécurité électrique à l'article 4171, devoir de mettre en œuvre un programme de cadenassage à l'article 4211, devoir de mettre en œuvre des pratiques de travail sécuritaire 4131, puis les devoirs d'audit à l'article 41712. Il y en a peut-être d'autres aussi, là, je n'ai pas été d'une façon exhaustive, mais c'est pour faire des parallèles qu'on voit en quoi la norme répond à l'article 51 de la loi. Maintenant, l'alinéa 5 de l'article, utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler, éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur. On voit maintenant que l'article 41792 analyse des risques électriques de vos établissements, respect des normes en vigueur à l'article 1.4, plusieurs articles aussi dans le chapitre 5 là-dessus, permis de travail sous tension à l'article 432. Fournir un matériel sécuritaire à assurer son maintien en bon état dans la loi. Maintenant, chapitre 5, devoir d'entretien des installations, d'équipements et réseaux électriques, les équipements de protection individuelle et autres à l'article 437. Maintenant, à l'alinéa 9, informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, l'entraînement et la supervision appropriée afin de faire en sorte que le travailleur ait l'habilité et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié. On voit au niveau de l'information la mise à jour des dessins unifilaires, qui est un peu la base de notre réseau de distribution électrique, de nos installations. Donc, l'article 533 de la norme, l'identification des mises en garde et consignes de sécurité sur les équipements. Maintenant, la formation sur la sécurité électrique à l'article 4181, puis formation sur le cadenassage à l'article 4182. Puis, je passe quand même plusieurs, mais c'était pour vous donner un aperçu. Pour les personnes qui se questionnent à savoir, est-ce que c'est obligatoire d'utiliser la norme Z462? La réponse, je vous la donne tout de suite, ça va être un non, mais il y a effectivement l'article 51 de la loi auquel il faut répondre comme employeur. Puis, pour être capable d'y répondre, il faut être capable d'utiliser, quand on parle des règles de l'art, c'est un peu la norme Z462 ou quelque chose d'équivalent, qui va couvrir tout ce qui est dans les alinéas de l'article 51. Maintenant, l'objectif du programme de sécurité électrique qu'on propose. Puis aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer le programme, on parle du plan d'action pour y arriver. Donc, le but, c'est sûr, c'est de prévention des risques électriques. Les risques que vous connaissez, que vous avez vus dans le premier webinaire, mais qui sont les risques d'électrisation et d'électrocution, puis les risques d'éclat d'arc. Maintenant, il y en a d'autres qui pourraient s'étaler ou se diviser sur plusieurs formes selon les tâches à lesquelles on va s'exposer. On va le voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire de faire l'analyse des tâches? Le programme, on veut qu'il soit utile sur le terrain. Dans le diapo d'après, je vous montre un peu ce que ça veut dire. Adaptable selon les tâches et les travaux. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir dans chacun des milieux, des secteurs de travail au Québec, le même programme de sécurité électrique. Même si les bases sont communes, vu qu'on a bâti avec les autres ASP, qu'on a bâti ensemble, même si les bases sont communes, on ne peut pas avoir exactement le même. Donc, il va y avoir des particularités dans chacun des programmes basés sur ce que vous faites à l'interne. Mais la plupart des risques, tout ce on a identifié dans nos secteurs va être présent à l'intérieur. Donc, ça va être on choisit qu'est-ce qu'on a besoin. Aussi, quand on parle d'utile pour le terrain, on parle d'utilisation de fiches techniques simples. C'est un peu un modèle qu'on a décidé de prendre pour être capable de réutiliser les sujets techniques à l'intérieur du programme de sécurité électrique. Parce que c'est sûr qu'écrire le sujet
l'expliquer dans le programme, que c'est un document qui a plusieurs pages, c'est une chose. Maintenant, d'être capable de prendre l'information, puis de l'exposer, puis de la passer aux travailleurs dans le quotidien, ou ne serait-ce que par des rencontres début de corps, ou quand on fait des observations de tâches, revenir à l'essentiel d'un point qui a peut-être cloché un peu plus ou pour réexpliquer, bien, d'avoir des fiches techniques sur un sujet plus spécifique, c'est facilitant, plutôt que de repartir avec le document qui a beaucoup de pages. Donc, il va y avoir une fiche par sujet. Il y a plusieurs sujets présentement. On a identifié quand même 25 à 30 sujets techniques présentement, puis peut-être qu'on va décider durant la suite du projet de diviser certains sujets en plus petites fiches. Peut-être aussi qu'il y en a d'autres qui vont s'ajouter. Puis c'est sûr que c'est un travail qui ne sera pas terminé d'écrire toutes les fiches techniques d'ici la fin de l'année, mais qu'il va y en avoir quand même plusieurs décrites, puis on continue ça l'année prochaine, puis dans les années subséquentes selon les sujets qui s'ajoutent. Les fiches techniques, qui doivent être faciles à lire et à comprendre. Donc, ça ne sera pas quelque chose qui va avoir, oui, il va avoir du texte, bien sûr, là, mais il faut être capable de mettre de quoi qui est simple comme information assimilée. Puis, on veut qu'il soit, comme je disais, réutilisable sur le terrain. C'est vraiment l'objectif de notre programme de sécurité électrique. Bon, les fiches techniques, ça pourrait couvrir quel sujet? Bien, là, vous avez des exemples à l'écran, des instruments de mesure, les disjoncteurs différentiels de faute à la terre, puis les rallonges, par exemple, les gants diélectriques, les lignes de moyenne tension, des machines à souder, des champs électromagnétiques, des véhicules électriques et j'en passe. Voici un exemple de quoi pourra ressembler une fiche technique. Les fiches techniques, ça ne sera pas des documents qui vont être éditables, ce qui n'est pas le cas du programme de sécurité électrique, puis le plan d'action. Donc, le plan d'action puis le programme, vous pouvez les prendre puis les mettre à votre main, les modifier aux besoins de vos organisations. Tandis que les fiches techniques, c'est de l'information plutôt qui vous est fournie via nos compréhensions, via les sujets qu'on a étudiés, puis qu'on les a juste simplifiés ou mis sur un format qui va être utilisable pour vous. Donc, ça va être des PDF. C'est sûr que dans le temps, nous, ça nous oblige aussi à les maintenir et à les garder en vie s'il y a des changements qui surviennent. Mais ça, vous pourrez regarder avec vos ASP respectifs selon les évolutions des différentes normes ou des différentes mesures dans l'industrie qui seraient prises pour modifier ces différents sujets-là. Donc, ici, on en voit une sur les fiches de DFT. Il y en a un autre ici sur les gants diélectriques. Donc, on voit là, notre concept, c'est vraiment d'avoir ça sur une page recto-verso le plus simple possible. Pour être capable de mettre en place un programme de sécurité électrique, c'est sûr que nous, notre vision, c'est vraiment de commencer avec un plan d'action, lequel il vous est déjà partagé, comme je disais, sur nos ASP, sur nos sites web, des ASP qui ont participé. Pour être capable de démarrer un plan d'action, il faut avoir des conditions gagnantes. On va les voir ensemble bientôt. Puis, par la suite, notre plan d'action, c'est lui qui va nous amener du début à la fin de notre processus de création du programme de sécurité électrique, à être capable de l'assembler au final, donc de tout mettre les morceaux du casse-tête ensemble pour avoir un programme de sécurité électrique. Donc, pour la plupart d'entre vous, tantôt, qui se questionnaient à savoir, oui, on a déjà quelque chose, oui, il faut peut-être l'améliorer, c'est sûr que avoir déjà quelque chose, c'est certain que vous avez déjà quelque chose. Peu importe l'organisme que vous êtes présentement, vous avez déjà quelque chose en place qui va servir à bâtir votre programme de sécurité électrique. Sauf que là, il va tout falloir attacher les ficelles. Donc, les composantes du plan d'action, on va voir des sections, conception, achat, inventaire, analyse de tâches, formation, ainsi de suite. Là, on va les voir prochainement ensemble. On les a résumés pour la présentation d'aujourd'hui. Juste pour une particularité, là, je vois une question dans le chat. Bonjour, quelle est l'intention de la fiche technique et quel équipement? L'intention de la fiche technique, c'est vraiment des sujets qui devraient se retrouver à l'intérieur du programme de ce qui doivent se retrouver à l'intérieur du programme de sécurité électrique normalement, mais qu'au-delà de les mettre seulement en texte à l'intérieur d'un gros document, on les sort sous forme de fiches techniques qu'on peut juste extraire ou prendre la fiche technique, donc ça va être en annexe du programme, puis les faire vivre par elles-mêmes tout seuls. Là. Donc, ils n'ont pas besoin du document, programme de sécurité pour vivre les fiches techniques. On peut les utiliser au quotidien, en afficher une, les mettre dans un cartable. On peut tout faire avec les fiches techniques pour passer l'information aux employés. Donc, c'est vraiment le but des fiches techniques versus le programme en soi. Maintenant, les conditions gagnantes, comme je vous disais, il faut avoir des conditions gagnantes en place avant de démarrer un plan d'action tel que le programme de sécurité électrique. Donc, premièrement, il faut la volonté, puis ça, peu importe là, les sujets en santé, sécurité ou n'importe quel sujet, il faut tout le temps avoir des conditions gagnantes si on veut être capable d'arriver à nos fins. La première, la volonté ferme de la direction. Donc, il faut que l'activité soit insérée dans les priorités de l'organisation, dans le plan d'action, dans l'organisation,
ou dans les priorités SST de l'année ou sur 2-3 ans, peu importe comment ils sont gérés à l'intérieur des organisations, on doit insérer l'activité du programme de sécurité électrique parce qu'il y en a plein d'autres sujets en santé et sécurité, vous le savez, là, il y a plein d'autres sujets pour lesquels il y a peut-être de l'effort à mettre. Fait que si on veut mettre de l'effort sur celui-là, il va falloir qu'on se dote de moyens. Puis entre autres, il faut que la direction soit d'accord et qu'il y ait la volonté d'aller dans cette avenue-là. Maintenant, le comité de santé et sécurité, le CSS, s'il existe, bien sûr, il faut qu'il soit fonctionnel. Puis il faut qu'il soit d'accord avec la priorité accordée à l'activité. Parce que peut-être qu'il y a déjà eu peut-être qu'ils ont déjà identifié d'autres types d'activités en santé et sécurité qui seraient plus importantes que celle-là à adresser. Puis peut-être que c'est celle-là qui devrait être priorisée dans l'année suivante ou dans l'année qui s'en vient, peu importe, ou dans l'année en cours même. Donc, peut-être que ce ne sera pas celle-là que vous allez adresser en premier. Mais si vous voulez aller vers le programme de sécurité, ça doit être à nos comités parce que ça va nous prendre l'implication des travailleurs. C'est eux les experts sur le terrain, c'est eux qui font les travaux. C'est à cause des travailleurs, dans le fond, que l'article 51 y existe. L'employeur a des obligations pour s'assurer qu'il n'y a pas d'accident au travail. C'est vraiment de la prévention. Donc, on a besoin d'eux pour mettre de quoi en place qui va faire du sens. Maintenant, la diffusion de l'information, partager le plan d'action, bien oui. L'avancement du plan d'action, bien sûr. Aussi informer les gestionnaires et travailleurs de l'implication attendue au moment opportun. Donc, quand on a besoin d'eux pour une des actions du plan d'action, on doit les aviser. Bon, d'abord, avant même d'avoir besoin d'eux, là, quand est-ce qu'on va avoir besoin d'eux, ça serait intéressant de le dire. Puis, par la suite, quand on va avoir besoin d'eux, s'assurer qu'on communique clairement. Par exemple, c'est sûr que s'il y a un travailleur qui est sous un gestionnaire qui ne fait pas partie du groupe qui travaille sur le programme de sécurité électrique, c'est sûr que le gestionnaire devrait être informé de la collaboration nécessaire qui est requise de son travailleur parce que le travailleur, ultimement, va devoir s'absenter de son horaire normal, du moins pour aller donner du temps sur la création du programme ou sur un des éléments du programme. Puis, il ne faudrait pas que le gestionnaire se ramasse le jour arrivé à ne pas avoir son employé quand il en a besoin. Là. Donc, c'est bien clair qu'il faut informer les gens de ce qu'on fait. La constance, de manière à éviter un effet tablette. C'est sûr, quand on se lance dans un plan d'action, peu importe le plan d'action, si en cours de route, on arrête de mettre de l'effort ou il se produit, ça peut qu'il arrive quelque chose dans l'organisation, des changements, un nouveau gestionnaire, des nouveaux travailleurs ou un travailleur qui travaillait sur le programme qui s'en va dans un autre département. Peu importe les changements, il faut être capable de sortir de bord puis trouver une solution pour reprendre pour pas que le plan d'action soit juste arrêté en cours de route, puis que ça finisse que le document, le programme, ou du moins les éléments du plan d'action n'aboutissent pas. Parce qu'on va voir là, au niveau de la gestion globale en santé et sécurité du travail, le plan d'action vient s'insérer dans plusieurs de nos activités dans la gestion globale en santé et sécurité. Donc, il y a plusieurs actions qui s'en vont à différentes places. Donc, le fait qu'ils n'y arrivent pas dans le temps, parce que pour X raisons, il y a des changements dans l'organisation, quelque chose qui fait qu'on est obligé de mettre sur pause, si on ne reprend pas, il faut se dire qu'il n'y a aucune de ces actions-là dans notre gestion globale en santé et sécurité qui vont arriver, dans le temps du moins pour ce qui est en lien avec l'électricité. On a les conditions gagnantes. Qu'est-ce qu'on fait en premier? C'est sûr qu'il faut désigner une personne responsable. Vous savez tous que s'il n'y a personne de responsable, parce qu'on n'a pas désigné un nom particulier, ou si tout le monde est responsable, c'est la même chose. C'est comme s'il n'y avait personne de responsable. Donc, peu importe si on ne définit pas une personne en particulier qui va du moins faire, ça ne veut pas dire qu'elle fait tout, cette personne-là. Ça veut dire qu'elle va être capable de dénouer les nœuds quand il va en avoir dans nos actions, puis de s'assurer de faire des suivis, puis que les actions évoluent dans le temps à notre finalité qu'on recherche, qui est le programme de sécurité électrique. Donc, elle doit avoir un minimum de qualification sur l'électricité. On ne demande pas un expert en électricité, on ne demande pas un électricien, on ne demande pas une personne qui a un minimum de qualification, donc qui comprend quand même l'électricité, puis crédible et influente au niveau des décisions dans l'organisation. C'est sûr que c'est facilitant. Parce que si la personne, exemple, elle arrive et elle ne connaît personne dans l'organisation, ça va déjà être dur juste de se créer le réseau de contacts pour être capable de rejoindre les personnes concernées au temps opportun. Puis ça va venir complexifier déjà ou ajouter à la charge de travail de cette personne-là de juste de se faire son réseau de contacts pour être capable de faire avancer les différentes actions du plan d'action. Donc ça, c'est la première étape. Maintenant, mettre sur pied un comité paritaire. Le comité paritaire, on ne parle pas du CSS que vous avez déjà, on parle d'un sous-comité finalement. Puis c'est quoi? C'est une équipe de collaborateurs qui vont faciliter l'implantation du plan d'action. Cette équipe de collaborateurs-là vont être en mesure de prendre certaines décisions pour aller dans la bonne direction. Maintenant, formation technique pour les responsables de l'implantation. C'est sûr qu'il faut connaître
On va voir tantôt ce qui est de la formation, là, mais il faut avoir une bonne idée là, de ce qu'on fait en santé et sécurité par rapport à la norme Z462 aussi, si on veut intégrer les différents éléments de la norme à l'intérieur de notre programme. Puis le plan d'action il est conçu comme ça. Ça serait une chose de les former. Maintenant, comité constitué de travailleurs et de gestionnaires, donc un comité paritaire. Identification d'une personne ressource en matière de sécurité électrique. Ça, c'est fortement recommandé. Dans le contexte où vos organisations, vous n'avez pas nécessairement des ressources là, en électricité parce que, oui, le programme de sécurité électrique qui est requis, peu importe que vous soyez un organisme avec des électriciens ou des électroniciens ou des électromécaniciens à l'interne ou que vous n'en ayez pas, vous avez quand même besoin d'encadrer les risques autour de l'électricité. Ça se peut qu'à ce moment-là, vous soyez obligé ou que c'est fortement recommandé de vous trouver une personne ressource qui va être capable de répondre aux différents questionnements que vous allez avoir tout au long de la réalisation de vos actions. Rédiger une politique sur la sécurité électrique, c'est sûr qu'une politique, c'est une chose. La signer, ce n'est un autre. Puis la signer paritairement. Donc, quand on parle là, de s'entendre avec le CES, que tout le monde soit d'accord avec la direction dans laquelle on va, bien, cette politique-là donne du poids à notre action. Donc, c'est un engagement de la direction, des gestionnaires, des travailleurs et des sous-traitants de travailler à la prévention des risques électriques, tout le monde dans la même direction. Donc, c'est vraiment ça une politique. C'est une des premières choses à mettre en place dans notre plan d'action. Maintenant, élaborer une directive d'achat de contrat et de gestion du changement. En santé et sécurité, c'est tout le temps le cas. Il faut tout le temps venir encadrer correctement qu'est-ce qu'on fait quand on achète de nouveaux équipements, quand on décide d'embaucher de la main-d'œuvre externe, des sous-contractants, ou qu'on décide d'envoyer à l'externe même nos équipements, il faut être capable de bien définir nos besoins. Pourquoi? Parce que la meilleure façon de faire de la prévention, c'est sûr, c'est de réduire le risque à la source. Au niveau de l'électricité, ça va être un peu difficile d'éliminer l'électricité dans notre quotidien. Bien sûr, on en a besoin. C'est sûr, quand on va travailler ces équipements, avoir le cadenassage, plusieurs choses, là. Mais réduire le risque à la source, c'est tous les risques qui pourraient, exemple, si on sait qu'on a un réseau dans lequel il y aurait une possibilité d'éclat d'arc à un certain endroit du réseau, dans un certain point de notre dessin unifilaire, dans nos installations électriques, s'il y avait une possibilité d'éclat d'arc trop haute à un endroit, bien, on va venir investir dans le temps, on va venir prévoir de l'investissement pour s'assurer que cette possibilité d'éclat d'arc-là, qui pourrait exister à cet endroit-là, elle disparaisse, pour l'abaisser finalement, pour qu'on n'ait pas à avoir des possibilités d'éclat d'arc qui soient trop hautes dans des points spécifiques de notre réseau. C'est un peu ça. Donc, quand on va prévoir nos modifications ou nos changements, on va tout le temps garder en tête la prévention. Maintenant, la gestion du changement, il faut que ça fasse partie intégrante d'un processus de conception puis de sélection d'appareillage électrique. Quand on parle de conception, ça pourrait être aussi lors des réparations, des modifications, tout le temps, pas juste les nouveaux projets, là, mais l'ensemble de ce qu'on va faire, on doit y penser. Les directives d'achat doivent encadrer aussi les instruments de mesure, les équipements de travail, les EPI, l'entretien, calibration, tous les sujets, en fait, qui touchent l'électricité. Il faut tous les encadrer à l'avance pour ne pas avoir à improviser ou oublier, puis ça tombe dans une craque. Le département, tout dépendamment de la grosseur de votre organisation, il pourrait peut-être avoir un département d'achat, comme ça se peut que ça soit une personne bien spécifique dans l'organisation, dont même un gestionnaire là, qui s'occupe même, un gestionnaire d'un département de travaux publics, par exemple, pour une ville, là, qui est une petite ville qui s'occupe d'à peu près tout, finalement. Là. Ça pourrait arriver que vous ayez à vous donner, du moins, sans que ça soit aussi formalisé avec plein de documents bien précis, de vous doter de petites règles pour vous assurer de ne pas échapper des sujets par rapport à la sécurité électrique ou n'importe quel autre sujet en santé et sécurité. Là. C'est bien de les encadrer dans une directive ou un document de travail là, qui serait peut-être plus simple un peu. Là. Ça n'a pas besoin d'être un cas super complexe, là, tant qu'on n'échappe pas la prévention autour de nos achats en santé et sécurité. Maintenant, faire l'inventaire des installations et appareillages. Ça, c'est tout dépendamment de la grosseur d'organisation, encore une fois, ça peut paraître gros, mais c'est de quoi que vous devriez déjà avoir une bonne base dans vos organisations. C'est sûr que le niveau de détail que vous allez investir ici va vous aider à couvrir plus facilement ou plus précisément chacune de vos activités par la suite. C'est sûr que si vous survolez à très haut niveau, puis que vous n'avez pas nécessairement toute l'information pour rentrer dans le détail, c'est quand même correct, mais plus de détails on a sur nos installations, plus facile ça va être par la suite. On va être capable
de faire l'entretien puis de s'assurer qu'on n'échappe à rien. Donc, ce qu'on va rechercher, c'est sûr, les installations électriques, les machines puis leurs panneaux de contrôle de puissance, les bains d'essai, les outils en particulier. Une petite liste d'un petit tableau, par exemple, de quoi ça pourrait avoir de l'air. Ça, c'est un modèle relativement simple de tableau, là, mais je pense que ça couvre quand même là, la plupart des situations. Donc, la localisation, exemple, on pourrait avoir plusieurs bâtiments. Là, donc là, il faudrait en plus peut-être rajouter une colonne pour les différents bâtiments qu'on a dans l'organisation. Donc là, on voit ici là, sur le toit, il pourrait avoir un appareil au niveau de chauffage, ventilation, climatisation. Là, il pourrait avoir un appareil ici avec la marque, le modèle. On marquerait le modèle d'appareil comme on voit là. La certification, être certain, parce que c'est une des obligations qu'on a. L'année de construction de l'installation, donc ça va nous aider dans le temps aussi à prévoir là, au niveau de nos plans d'investissement. Au niveau des numéros d'équipement, sont identifiés, programme d'entretien, une autre information intéressante, à savoir si oui ou non il fait partie d'un programme d'entretien. Les environnements dans lesquels sont situés nos équipements aussi vont être un bon indicateur. De quoi? Ben, de peut-être par où on va démarrer. Quand on va devoir, exemple, si on décide de donner un contrat pour faire l'analyse en fait des énergies incidentes dans nos installations, ben, de savoir qu'il y a certaines parties de nos bâtiments dans lesquelles nos équipements sont vraiment dans un environnement qui est plus difficile. Ça va nous aider aussi à prévoir quelle partie de nos bâtiments on va faire en premier, là. Quel équipement qu'on va aller faire un tour en premier, ne serait-ce que pour l'entretien ou pour l'analyse des énergies incidentes, par exemple. Les dossiers d'équipement technique, ben oui, là, en fait, là, quand je parle technique, c'est le dossier qui est technique, là, mais les dossiers d'équipement, c'est sûr que le dossier d'entretien, qu'est-ce qu'on a quand ils sont installés au début, les plans d'installation, au niveau, tout ce qui pourrait être en lien avec l'équipement, dans le fond, là, au niveau de l'opération et tout devrait être disponible dans un dossier à la même place. Pas qu'on cherche l'information par la suite. Parce que c'est une des responsabilités, oublions-le pas, là, de l'employeur de donner l'information. Peu importe là, que ce soit l'information à nos travailleurs ou même aux sous-traitants qui viendraient travailler chez soi, il faut être en mesure de donner cette information. Bon, ainsi de suite, là, on pourrait avoir dans le tableau qu'il y a d'autres exemples. Là. C'est sûr que la liste des installations va nous amener à être capable aussi de voir quels travaux on a à faire sur nos installations. Donc, dans tout ce qu'on a comme installation dans notre organisation, peu importe que ce soit un bâtiment ou plusieurs bâtiments, quel type de travaux on va faire. Dans le domaine municipal, en tout cas, vous avez aussi des installations qui ne sont pas du tout dans vos bâtiments. Là, ça pourrait être un réseau d'éclairage public, ça pourrait être dans le cadre même des puits d'accès électriques dans le souterrain. Il pourrait y avoir plusieurs types d'installations qui ne sont pas dans un bâtiment. Tout ça, il faut être capable de les avoir recensés parce que ça va aussi nous aider à savoir qu'est-ce qu'il faut aller faire, comme on dit, comme travaux, puis tâches sur ces différents équipements-là, nos différentes installations. Donc, on voit des exemples ici, puis la liste est plus exhaustive que ça. Donc, du travail à proximité de composantes sous tension à découvert. Donc là, c'est sûr qu'on s'expose. On va faire des mesures de tension à cet endroit-là au minimum. Quand on va faire du troubleshooting aussi, ça va être un peu le même principe. Des travaux à proximité de lignes à moyenne et haute tension. Donc, advenant le cas que vous avez des luminaires, des changements ou des modifications aux luminaires sur la route pourraient être certaines, puis là-dessus, ça pourrait se décomposer en plusieurs tâches. Encore une fois, là, changement de luminaire, ça en est une. Ça pourrait être aller faire du troubleshooting, aller faire là, de l'analyse de ce qui ne fonctionne pas sur notre luminaire. Ça pourrait être plusieurs choses. De l'excavation. Bien, l'excavation, on s'en va travailler dans le sol. Il y a des risques dans le sol. Fait qu'il faut être capable de bien les encadrer aussi. Dans notre programme, c'est sûr qu'il n'y a pas juste des risques électriques, mais les risques électriques, ça en est un. Puis il pourrait prendre, encore une fois, plein de formes. Les travaux sur l'aqueduc, un changement d'une entrée de service, par exemple. C'est un travail qu'on peut ne pas associer en premier lieu avec des risques électriques parce que, bon, on s'en va travailler sur l'aqueduc, là, puis ce n'est pas les mêmes personnes, ce pas des électriciens qui vont travailler nécessairement sur l'aqueduc. Mais en même temps, on sait que les entrées de service dans les bâtiments, dans la plupart, en fait, là, des résidences, dans plusieurs résidences, dans certaines années, là, ça a été, puis c'est encore admis aujourd'hui dans le code, là, que les entrées de service pouvaient servir de prise de terre, autrement dit, de mise à la terre. Donc, les prises de terre étant les tuyaux de cuivre dans le sol. C'est sûr que d'aller changer une entrée de service, on vient potentiellement, s'il y a un défaut sur un appareil dans la maison, on vient mettons, ajouter un risque à notre tâche qui serait le risque d'électrisation parce qu'on vient ouvrir peut-être un circuit qu'il y a un courant dessus qui circule à cause d'un défaut d'un appareil dans la maison. Donc, ça pourrait être ça. Après ça, des travaux généraux, utilisation de génératrices,
Bon, est-ce qu'on utilise une génératrice partout? Peut-être pas, mais l'éducation de génératrice aussi, est-ce qu'on la met à la terre? On ne la met pas à la terre, la génératrice? Comment on installe notre génératrice? Aussi, si on ne la met pas à la terre, qu'est-ce qui se passe avec tous les équipements qu'on utilise avec la génératrice? Est-ce qu'on a tout le temps une troisième pin, en fait, sur notre rallonge pour la continuité des masses? J'en doute. Est-ce qu'on a des rallonges avec double isolation? Bon, est-ce qu'on choisit des bons types d'équipements? C'est des réflexions à avoir. Au niveau des rallonges électriques, encore une fois, vous avez vu peut-être passer dans le CSTC des changements cette année concernant les rallonges électriques. Entre autres, que s'il y a une rallonge qui était brisée, il fallait l'en débarrasser. Donc, avant, on voyait quelque chose par rapport à la réparation potentiellement, mais là, la réparation, on s'entend qu'une rallonge coûte peut-être, c'est sûr que les rallonges ont différents prix, là, mais une rallonge, mettons, de 50 qui est utilisée depuis quelques années, là, si elle est brisée, commencer à vouloir réparer ça, selon ce que le fabricant a fait au départ, c'est un peu difficile, puis c'est peut-être plus coûteux que d'en acheter une nouvelle. C'est un peu ça le principe. Là. Donc, entre autres, il y a eu ça comme modification, puis d'autres dans le CSTC que vous pourrez aller voir. Chauffage d'appoint, puis les rallonges, tout le monde utilise des rallonges. Hein. Donc, quand on parle de travaux généraux, là, c'est sûr que les rallonges, c'est quelque chose que tout le monde utilise. On n'a pas besoin d'être électricien pour utiliser une rallonge. Même chose pour le chauffage d'appoint. Ça pourrait même être utilisé dans les bureaux, n'importe où, en fait, là, dans une organisation. Le chauffage d'appoint aussi, il y a certaines particularités dont on n'a pas surchargé les circuits, là, pas le brancher sur une barre d'alimentation, par exemple. Donc, c'est encore des sujets qu'il faut recenser dans notre organisation. Qu'est-ce qui se fait? Puis comment on va s'assurer qu'on encadre ces différentes tâches-là. Il va falloir établir des méthodes, des techniques sécuritaires de travail selon ce qu'on fait dans l'organisation. Planification, évaluation des risques avant travaux. Pour ceux qui étaient au premier webinaire, ça a été le sujet du webinaire, entre autres, en plus des modifications à la norme 462 en 2021. Normand nous a présenté la fiche de planification, dans laquelle c'est un petit peu une analyse de risque. On identifie les dangers, on analyse, puis en fonction de ce qu'on analyse, on va se comporter de différentes façons. Donc, peut-être qu'on va avoir à produire un permis de travail sous tension. Peut-être qu'on va travailler hors tension avec une fiche de cadenassage. Donc, ça va vraiment dépendre de ce qu'on analyse par rapport aux travaux qu'on s'en va faire. Les différentes méthodes et techniques sécuritaires de travail, c'est un petit peu s'assurer qu'on a les outils qu'il faut pour être capable d'aller, pour que les travailleurs soient capables d'aller faire les travaux sécuritairement. Donc, une procédure de travail particulière, il pourrait en avoir plusieurs, tout dépendamment de ce que vous faites dans l'organisation. Mettons qu'on parle de s'approcher des lignes de moyenne tension, haute tension, pour avoir des phénomènes électromagnétiques, à ce moment-là, il faudra être capable d'encadrer ce risque-là quand on va s'approcher des lignes haute tension, des phénomènes électromagnétiques, par exemple. Donc, ça pourrait être une panoplie de documents, mais c'est des outils, grosso modo. Maintenant, la planification des mesures d'urgence, bien sûr, il peut y avoir des secouristes à l'intérieur de vos organisations. Est-ce qu'ils sont formés maintenant pour être capables d'intervenir sur un accident de nature électrique? Puis là, les accidents pourraient prendre différentes formes. C'est sûr que quelqu'un qui serait collé, on va dire, là, on va utiliser le terme commun, là, collé sur un circuit de basse tension, versus une personne, mettons, qui aurait été brûlée par un éclat d'arc. On ne va pas agir nécessairement de la même façon, mais est-ce qu'on est équipé? Est-ce qu'on, dans notre bagage d'informations qu'on connaît ou de formations qu'on a eues comme secouriste ou comme autre travailleur dans l'organisation, est-ce qu'on est capable de porter assistance? Puis est-ce qu'on a vraiment quelque chose en place selon les différentes situations de travail? Encore une fois, la planification et l'évaluation de la fiche qu'on vous propose, elle a une section un peu là, sur est-ce qu'on aurait besoin d'avoir un surveillant ou non, si on a différentes situations, est-ce que le surveillant devrait être qualifié sur l'électricité ou devrait savoir quoi faire en cas d'un accident quelconque. On va voir ça aussi, là, ça pourrait être de quoi qui va vous être utile. Ce n'est pas posé dans notre programme, mais ça, il faut le prévoir. Il faut prévoir qu'est-ce qu'on fait s'il y a une urgence. Donc, les lieux isolés, travail sous tension, qu'on vient de parler, des puits d'accès électrique, c'est sûr, ça va être différent parce que là, c'est des espaces clos. Donc, si on fait un sauvetage dans un espace clos, il faut savoir qui on va appeler. Hein, parce que je ne pense pas que personne n'a des gens qualifiés à l'intérieur des organisations, ou là, du moins, c'est très peu de personnes qui ont des gens qualifiés pour faire du sauvetage en espace clos. Si on a prévu déjà le sauvetage autrement, ça pourrait être une bonne façon de faire. Peut-être du sauvetage externe, peut-être qu'on a aussi un organisme sœur ou quelqu'un pas loin qu'on est capable d'appeler puis de prévoir le coup s'il arrive quelque chose, au moins les aviser qu'on va travailler en espace clos. Il faut prévoir tout ça. Maintenant, les premiers secours, les formations particulières, c'est un peu comme je vous l'expliquais, être capable au minimum de former les secouristes ou ceux qui vont agir comme surveillants sur certains travaux, à savoir comment réagir, comment agir si le danger, si le risque se concrétise. Donc, si ça se concrétise, il faut savoir comment agir. Quand on parle de rôle et responsabilité,
Bien, il faut s'assurer que le programme de sécurité électrique soit lié aux autres programmes, comme on disait tantôt, dans la gestion globale de la santé et sécurité de notre organisation. Il y a une équipe de gestion, il y a une équipe de formation, où c'est peut-être les ressources humaines s'en occupent aussi. Il y a des audits qui vont peut-être être faits par différents départements selon les systèmes d'audit qu'on a. L'achat et contrat, qui est peut-être un autre département. Il faut être capable de lier, il faut s'assurer que ceux qui sont en charge ou qui s'occupent de ces différentes parties de notre programme de gestion globale soient en mesure de prendre certaines responsabilités. Donc, il faut attacher les ficelles avec eux autres. Nommer un responsable permanent du programme de sécurité électrique, c'est une chose. Le responsable du plan d'action qui va mener à terme la réalisation du programme. Mais quand le programme va être à terme, il va falloir qu'il vive dans le temps et qu'il continue d'être appliqué. Puis ça, il y a une personne qui va devoir être responsable de ce programme-là, qui ne sera pas nécessairement la personne qu'on a vue tantôt qui va être chargée de projet plutôt du programme. Définir la direction, définir une responsabilité pour la direction gestionnaire des travailleurs. Ça pourrait ressembler à quoi? Au niveau de la direction, c'est sûr, il faut qu'il assume le leadership en santé et sécurité. Il faut qu'il prévoie les ressources nécessaires, financières et humaines, lors des nouveaux projets ou de l'entretien des installations, etc. Donc, s'il y a de l'entretien à faire, il faut arrêter l'usine ou faire arrêter une partie de nos opérations, il faut le prévoir. Il faut le prévoir dans le temps. Autorise le travail sous tension, ils vont signer permis de travail sous tension quand ça va être requis. C'est la direction qui fait ça. Et plus haut est la personne qui va signer, plus exposée, puis plus clair ça va être qu'on ne travaille pas sous tension. C'est sûr que c'est ce qu'on essaie de ne pas faire. Puis, il y a pourquoi on travaille sous tension, là, vous pourrez vous référer dans notre programme, là, mais il y a des raisons pour qu'on pourrait avoir travaillé sous tension. Il faut que ce soit très valable, ces raisons-là, sinon on le fait pas. S'assurer de l'audit du programme sur une base déterminée, la direction, il faut qu'elle s'assure qu'on audite notre programme de sécurité électrique, comme tous nos autres programmes. Puis par la suite, les gestionnaires de premier niveau, eux autres, bon, c'est sûr qu'il va falloir qu'ils exercent le leadership en matière de santé et sécurité, qu'il va falloir qu'ils planifient les travaux, les séances d'information de planification, qu'on parlait tantôt. Au niveau de la fiche de planification, il y a peut-être une planification de travaux parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont avoir à travailler. Prépare les permis de travail, va s'assurer de l'application des méthodes, puis il y a encore des sous-traitants, et ainsi de suite. Puis après ça, les travailleurs, c'est sûr que là, il va falloir qu'on respecte les règles en matière de santé et sécurité du travail, qu'on participe à l'évaluation des risques avant travaux. Ça, c'est important. Là. Au niveau de l'article 49 de la loi, on a une responsabilité de participer à l'évaluation des risques avant travaux. Puis la fiche de planification, c'est pas juste le gestionnaire qui remplit ça. Là. C'est un travail conjoint. Applique les méthodes et techniques sécurité de travail, il va falloir appliquer ce qui est dans le programme. Après ça, le conseiller RH-SST, c'est sûr qu'on organise le maintien des connaissances des travailleurs. Il va falloir que, par exemple, on ait des listes des compétences puis de formation des travailleurs pour qu'on s'assure qu'on les maintienne dans le temps. Formation initiale selon les risques à lesquels il va s'exposer, puis les rappels des formations électriques aux 3 ans, parce que ça change, ça évolue. Puis, c'est sûr qu'il va aller chercher le soutien de tout le monde dans l'application puis dans le maintien du programme. Donc, ça pourrait faire un tour rapidement de topo, d'à quoi ça pourra ressembler, des rôles et responsabilités, mais encore une fois, ça va être dans notre programme exposé. Maintenant, la formation du personnel, là, on a comme identifié 2 personnels pour nous, là, 2 types de travailleurs. On a les travailleurs qualifiés et les travailleurs exposés. Le qualifié, c'est lui avec des compétences au niveau des sujets électriques, pas nécessairement un électricien. Ça pourrait être un électricien, ça pourrait être un technicien HVAC, ça pourrait être des différents domaines là, qu'on sait que même à la base, là, un mécanicien avec des véhicules électriques, exemple, là, pourrait même être une personne qualifiée dans ce contexte-là, s'il a suivi des formations et tout pour travailler sur les véhicules électriques. La personne exposée, dans l'autre cas, c'est une personne, comme exemple, l'utilisateur d'une extension, d'un câble d'extension, lui serait une personne qui s'expose à des risques électriques, dont la mauvaise état du câble d'extension ou une câble d'extension qui aurait été trafiquée, puis qui soit en mesure de reconnaître la problématique de cette câble d'extension-là qui ne devrait pas être utilisé. C'est le genre d'affaires qu'il faut lui dire puis lui expliquer dans une petite formation. Donc, c'est peut-être pas la même formation non plus par rapport aux risques électriques sur le terrain parce qu'ils n'auront pas à travailler avec la tension, ils n'auront pas à s'exposer, ils ne feront pas une mesure de tension ou de troubleshooting sur l'équipement, mais il y a quand même des risques à lesquels ils vont s'exposer. Puis il faut être capable de les encadrer. Maintenant, dresser la liste des postes d'organisation. C'est sûr qu'on va tous dresser la liste des postes qui ont ou non un lien avec l'électricité. Puis tous ceux-là qui ont un lien avec l'électricité vont au minimum être exposés ou non, ça va être des personnes qualifiées. Puis il va falloir qu'on s'assure qu'il y ait les compétences en connaissance de cause. Établir
selon les postes, les parcours de formation à suivre. Si tantôt, on parlait, mettons, des mesures d'urgence. Selon si c'est un secouriste, la personne, elle pourrait, en plus de sa formation de secouriste, avoir à suivre une petite formation sur comment agir si la personne est en contact avec l'électricité. Donc, comment utiliser les équipements de protection ou les différents outils, genre une perche isolée pour décoller une personne, ou comment être en mesure d'être capable d'aller ouvrir pendant qu'elle fait, l'exemple, si elle fait un test d'absence de tension, quel disjoncteur aller manipuler ou quoi utiliser pour être capable d'arrêter l'électricité durant qu'elle fait son test s'il arrive une problématique. Là. Ça pourrait aller jusque-là. Puis là, on parlerait plus de troubleshooting dans ce cas-là. Dans la question de troubleshooting, là, si on fait des tests, ben, quoi aller ouvrir s'il arrive un problème? Là? Ça pourrait aller jusque-là. Donc, c'est quoi les formations? Ben là, ça reste à voir, là, mais il y a de quoi là-dessus qui devrait être encadré. Assurer le suivi, la mise à jour. Là encore, là, dans tous les programmes, que ce soit selon sécurité électrique ou n'importe quel de votre organisation, ça vit dans le temps. Il faut que ça continue à vivre dans le temps. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'audit du programme. Donc, on voyait tantôt que la direction avait à faire un audit au niveau du programme de sécurité électrique puis aussi du cadenassage. Les audits à pied d'œuvre, bien, quand il y a des travaux qui sont réalisés par des travailleurs, d'aller regarder comment les travaux sont faits. Est-ce qu'on respecte les procédures sécuritaires de travail? Est-ce qu'on a rempli notre fiche de planification? Est-ce qu'on fait les choses conséquemment avec ce qui est écrit dans notre programme pour s'assurer de la prévention autour des activités reliées à l'électricité? Les surveillances pour être en lien, là, les surveillances et mesures là, qui seraient en lien avec différents sujets. Les non-conformités, encore une fois, ben, s'il y a des non-conformités qu'on observe, il faut s'assurer qu'on les règle dans le temps, ne pas juste les laisser traîner, là, parce que tôt ou tard, il pourrait avoir un impact sur la sécurité des travailleurs. L'enquête analyse les enquêtes d'incidents avant que ça devienne des accidents, bien sûr. Là, fait que ça prend des déclarations pour ça. Il ne faut pas gêner de déclarer s'il y a un problème, on le déclare. Si on passe proche de quelque chose, il faut le déclarer. C'est comme ça qu'on va éviter les accidents au prochain. La gestion du changement dans l'organisation, la revue de la direction. Donc, ça peut prendre plusieurs formes. Pour rédiger le programme, parce qu'on arrive à la finalité, c'est sûr qu'il y a plusieurs thèmes à couvrir dans 4.6.2, puis c'est les mêmes thèmes que vous allez voir dans le programme qu'on va vous proposer. Donc, l'inspection, l'entretien, sensibilisation, autodiscipline, principe du programme de sécurité électrique, les contrôles du programme de sécurité électrique, les procédures du programme, donc les procédures d'appréciation du risque aussi, la fiche de planification qu'on voyait tantôt, la planification de la sécurité au travail et la séance d'information, les enquêtes sur les incidents, les audits, bien sûr. Maintenant, on passerait à la période de questions. Comment appliquer un tel programme chez nos clients alors qu'on fait du service sur leurs équipements? Tout de suite après, j'ai eu la question concernant les sous-traitants, quelles sont nos obligations? Comment appliquer le programme chez nos clients? C'est sûr que le programme appartient, en fait, c'est le propriétaire de l'établissement, c'est la personne qui a les installations qui doit avoir un programme de sécurité électrique. Donc, si on est un organisme de service qui s'en va faire du service, mettons qu'on est maître électricien, on va faire du service dans une organisation. Donc, on nous appelle pour aller réparer quelque chose ou aller installer, peu importe, là, faire une modification d'installation électrique. On se doit de respecter le programme. Donc, s'il n'y a pas de programme, on doit quand même avoir quelque chose. Donc, le responsable de votre compagnie ou le maître électricien, par exemple, va devoir avoir quelque chose en place, du moins pour s'assurer de votre santé et sécurité. Est-ce qu'on est capable de prendre une fiche de planification? S'il n'y en a pas dans l'organisation, on peut que c'est là qu'on vous propose, et être capable de travailler avec elle pour être en mesure de faire un petit bout de chemin? Je crois que oui. Entre autres, pour votre information, l'annexe qui a été ajoutée à la 462 en 2021 est beaucoup pour ceux, justement, qui font du service. Là, ça a été ajouté principalement pour vous parce que vous n'aviez pas la possibilité de faire les études d'énergie incidente. Vous n'aviez pas la possibilité non plus de prendre les méthodes des tableaux avec les différents paramètres qu'on demandait, qui étaient peut-être cachés dans des dossiers techniques que vous n'aviez pas accès pour retrouver l'information. Donc, ils ont créé l'annexe avec d'autres façons de faire, avec les fusibles, les valeurs des fusibles, des disjoncteurs, des transfos, tout ça, pour être capable d'arriver à définir les risques d'éclat d'arc. C'est un peu ça, je pourrais dire, pour vous. Donc, vous êtes capable de mettre de quoi en place, même si l'organisation ne l'a pas fait. Ça ne peut pas être aussi bon que ce que l'organisation peut faire parce que ça reste que c'est ses équipements, elle a des responsabilités. Donc, il faut les amener là, tranquillement, pas vite. Concernant les sous-traitants, quelles sont nos obligations? Fait que c'était le donneur d'ouvrage qui, lui, posait la question inverse. Comme donneur d'ouvrage, en fait, là, on a des obligations envers les sous-traitants, donc il faut lui donner l'information. Donc, si on a un unifilaire, il faut lui fournir l'unifilaire quand il vient de faire des travaux dans nos installations. Donc, il faut le tenir à jour, bien sûr, parce que s'il y a des modifications et que lui ne sait pas, il va se baser sur ce qu'il est capable d'avoir dans l'unifilaire. On a des dossiers techniques de nos équipements, il faut les donner. À celui-là qui vient, il faut les mettre disponibles pour qu'il puisse savoir à quoi il s'expose. Puis, si on a déjà des procédures de travail, il faut les fournir.
Au même titre que, par exemple, s'il y a un programme à l'intérieur de l'organisation, on devrait faire part du programme à la compagnie qui vient faire du service, qui vient nous rendre un service chez nous, là. On devrait lui donner notre programme, lui montrer tout ce qu'ils vont avoir à se conformer dans le programme, entre autres, mais qu'ils fassent leur première rencontre pour venir établir, pour avoir leur permis de travail, par exemple, avant d'aller faire leurs travaux. Il va falloir qu'on passe au travers de la fiche de planification, puis être sûr qu'on a bien identifié les dangers, analysé les risques, puis qu'on s'en va travailler sécuritairement. Donc là, oui, là, le gestionnaire de premier niveau va avoir un rôle à jouer avec ça, là. Dans un autre ordre d'idée, est-ce que la norme CSA touche aussi aux équipements mobiles électriques, comme les véhicules, comme les outils? Puis, est-ce que notre programme ou le programme qu'on propose ou le plan d'action vers le programme va aussi couvrir les équipements mobiles? Oui, en fait, là, c'est sûr que c'est pas clairement bien stipulé dans la norme, mais quand on parle, on parle de risques au niveau du courant alternatif, des courants continus. Bon, on parle au niveau des électrisations, de quoi être possible. C'est sûr que peu importe qu'on soit dans un bâtiment, qu'on soit dans un équipement mobile, particulièrement si ça aurait des véhicules électriques, exemple, là, il y a des risques qui sont là, puis ça demeure les mêmes risques. Un risque d'électrisation, un risque d'éclat, que tu sois sur un équipement fixe ou mobile, ça demeure un risque, là, électrique. Donc, il faut l'encadrer. Nous, oui, là, on travaille aussi avec Autoprévention dans notre groupe de travail. Puis, le but, là, c'est aussi de regarder comment on va venir qu'à vous proposer, par exemple, via des fiches techniques, certaines particularités. Donc, ça pourra être là, d'un petit peu encadrer le sujet au niveau des EPI, puis comment se comporter avec, quand on va travailler avec des véhicules électriques. Ça pourrait être aussi là, pour des gens, exemple, là, qui iraient faire des interventions. Mettons qu'on parle des services de sécurité incendie qui iraient faire une intervention. On pourrait aller jusque-là. On pourrait aller loin dans les fiches, là, mais c'est sûr qu'on n'est pas là présentement, mais ce qu'on cherche à faire, c'est de couvrir les sujets qui pourraient intéresser. Puis dans ce cas-là, si on parle d'équipement mobile, là, oui, effectivement, on veut couvrir ces sujets-là aussi. Peut-être rappeler, là, c'était quoi le lien ou la référence pour l'interdiction de réparer les rallonges électriques? C'était dans le CSTC. L'article exact, je l'ai pas exactement avec moi présentement, là, mais il y a eu des modifications dans le CSTC. Vous irez voir sur le site de l'APSAM, là, il y a eu un blog là, qui a paru au début de l'été. Là. On a un article de blog concernant des changements au CSTC. Puis le RSST réfère à cette section-là aussi dans le CSTC. Là. Donc, il y a eu des changements concernant l'électricité. Là. Il y en a eu quelques-uns, dont un c'est rallonge. Là. Est-ce que vous offrez un système d'audit? Dans notre programme de sécurité électrique, on va établir un peu qu'est-ce que représente l'audit chez vous. Donc, peu importe, là, vous allez avoir le choix quand vous allez prendre le programme avec toutes ces sections d'utiliser en entièreté ou de modifier puis d'adapter la section d'audit à votre organisation aussi. Nous, mettons à l'APSAM, là, par exemple, je vais parler pour moi. Moi, je n'offre pas un service d'audit d'aller dans vos installations, auditer vos installations électriques. Mais on est là pour vous aider dans ça. Donc, c'est sûr que dans un contexte où ce qui arrête, ça m'est arrivé avec des gens là, qui ont eu des situations de travail particulières ou quelque chose qui se passe au niveau des organisations, dans leur cours ou dans le bâtiment, qui m'envoient des photos puis qui me questionnent à savoir qu'est-ce qu'on devrait faire avec ça. Puis là, oui, je peux donner des idées, puis oui, je peux dire c'est-tu correct, c'est-tu pas correct selon des normes ou des règlements. Puis ça peut aller, mais il faut que ça touche la santé et la sécurité, bien sûr. Là. Donc, le but, je vous dirais, on n'offre pas le service, mais vous allez avoir une section dans le programme que vous allez être capable d'adapter à votre besoin. Est-ce que la sécurité entourant la gestion des batteries, celles qui sont dans les appareils qu'on fabrique, devrait être intégrée dans un programme de sécurité électrique ou plutôt dans un programme à part? Moi, je pense que ça devrait être intégré dans le programme de sécurité électrique. C'est aussi, ça va être un des éléments des fiches techniques. C'est quelque chose qu'on veut aussi voir au niveau des accumulateurs d'énergie qu'on va. Puis les batteries, ça en est un, effectivement. Là, fait que oui, ça devrait être dans le programme. Vous pouvez le mettre à part si vous voulez, puis y faire référence, mais dans tous les cas, ça reste que les risques. Il y a peut-être quelques autres risques avec l'énergie chimique, au niveau de l'énergie chimique, quelques autres risques avec les batteries qui ne sont pas juste des risques électriques, là, mais dans tous les cas, je pense qu'il faut le placer quelque part dans l'organisation. Quand je parlais tantôt de la gestion globale en santé et sécurité du travail dans l'organisation, il faut le placer dans un point particulier, puis je pense que le programme de sécurité électrique, ça serait peut-être une belle place pour aller placer ce sujet-là. À quelle fréquence devrions-nous revoir notre programme? Est-ce que les lois changent de façon régulière?
Selon la 462, il ne faudrait pas que ce soit supérieur à 3 ans, la fréquence de révision de notre programme. C'est sûr que les raisons à ça, là, c'est qu'il y a des changements dans la norme, bien sûr, là, qu'aux 3 ans, comme vous le savez, puis il y a des changements parce qu'il y a l'évolution des connaissances puis des principes d'amélioration continue qui viennent qu'à faire changer la norme et l'évoluer dans le temps, dont, entre autres, la section qu'on parlait tantôt, là, section V, là, pour justement pour les gens qui vont faire des interventions dans des organisations qui ne sont pas les leurs. Les possibles modifications des règlements aussi, là, on a vu, là, on parlait des changements dans le CSTC. Il pourrait y avoir des changements ailleurs, comme entre autres le code électrique du bâtiment, chapitre 5, ça change quand même aussi, là, assez fréquemment. Fait que ça pourrait aussi nous amener à changer des choses dans notre programme. Puis il pourrait y avoir juste des procédures à l'interne qui changent parce qu'on modifie des choses, on ne fait plus les tâches de la même façon. Fait que pour être capable de s'assurer que ce qu'on a écrit dans la procédure soit conforme dans le programme, il faudrait le réviser à l'occasion, ainsi de suite. Là. Donc oui, aux 3 ans, là, ça serait une bonne pratique. Puis c'est sûr que si on sait qu'on change de quoi ou qu'on fait des modifications qui affectent le programme, on devrait déjà aller modifier les éléments du programme en conséquence, pas attendre 3 ans pour le faire. Là. C'est un peu comme une règle là, pour s'assurer qu'on ne l'oublie pas, là, mais on devrait le faire plus souvent si on sait, du moins quand on change de quoi, il faudrait y aller le modifier. Là. Ça prend combien de temps bâtir un programme de sécurité électrique? Ça va dépendre de la grosseur des organisations. Là. C'est sûr que d'abord, d'un, ça dépend des conditions gagnantes. Si on n'est pas les conditions gagnantes pour mettre ça en place, on va se lancer puis on va perdre du temps, puis ça se peut qu'on n'y arrive pas puis qu'on gaspille beaucoup de temps sans être arrivé à grand-chose. Mais si on a un plan d'action, on a les conditions gagnantes, on a un plan d'action, peu importe la grosseur de l'organisation, on va être capable d'avoir un début puis une fin. Donc, ça peut prendre combien de temps? Une petite organisation, peut-être ça va se faire en quelques mois à 1 an. Une moyenne, ça pourrait être quelques années, peut-être même 1 an à 2 ans, je ne sais pas. Plus gros, un peu plus longtemps, ça va dépendre de ce que vous avez. C'est sûr que c'est comme un principe d'amélioration continue, c'est la même chose. Là. Votre programme, vous allez le rendre à un certain niveau, puis il est peut-être déjà utilisable. Puis après ça, vous allez perfectionner certains éléments de votre programme qui ne sont peut-être pas à jour ou pas encore parfaits. Donc, peut-être que vous allez travailler avec la méthode des tableaux, faire de quoi de même, puis dans le temps, peut-être que vous allez vous ramasser à faire des études d'énergie incidente pour venir mettre des étiquettes, que les étiquettes, c'est des équipements. Mais dans tous les cas, vous allez être capable d'avoir un programme qui se tient, puis de démarrer avec de quoi sans que ça soit la perfection puis la finalité que vous visez dans le temps. Là. Fait que ça pourrait être plus rapide que vous pensez. Là. Mais écoutez, merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé et d'assister à ce webinaire. Maintenant, je vous souhaite bon succès dans la réalisation de votre plan d'action. Puis pour tous les clients de l'ABSIAM, vous ne vous gênez pas de m'appeler là, si vous voulez aller de l'avant avec des plans d'action. Je suis là pour vous aider. Pour ce qui est du programme de sécurité électrique, peut-être que vous avez déjà accès à certaines parties du programme selon vos organisations, mais une chose est sûre, c'est que prochainement, vous allez voir les documents défiler et apparaître sur nos pages au fur et à mesure là, qui vont sortir dans nos organisations, dans nos ASP respectifs. Là. Puis là-dessus, je vous souhaite une très bonne fin de journée.